Ça va Nico? Ça va bien et toi? Ouais. Quoi de beau? Bah écoute, on prépare l'Australian Open, hein. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est au combienième? Oh là, je crois qu'on m'a dit 18 ou 19. Ah ouais. Ouais, j'étais là première année junior en 2000. D'accord. Mais bon, ça il compte pas. Je pense que derrière, j'ai joué, ouais, c'est ça, 18 ou 19 dans le tableau, simple ou double. Meilleur souvenir? Bah, je dirais quand même quand on a gagné le double avec Pierre Hugues en 2019. Ouais, 2019 c'était. Donc là tu viens maintenant que pour le double. Ouais d'accord. Depuis, depuis 2019, parce que le 2020, on a joué depuis 2020, ouais, je joue que le double. Ça n'a pas été trop dur de prendre le choix de mettre ta carrière de simple de côté? Bah, en fait, ça s'est fait naturellement, donc j'ai même pas eu besoin de choisir. C'est-à-dire que j'avais joué la saison 2019, j'avais encore été performant, tu vois, j'avais été troisième tour à Roland, quart au Queens, donc j'étais plutôt bien. Et puis début d'année 2020, je me suis dit que j'allais encore pouvoir entrer dans les qualifs des gros et pouvoir jouer, faire un peu les deux. Et puis il y a eu le Covid arrivé, on s'est arrêté pendant quelques mois. Et puis à la reprise, tu sais, il n'y avait plus de qualifs où c'était assez compliqué. Donc comme il n'y avait plus de qualifs, je rentrais pas, donc j'y allais quand même pour le double. Et Il y puis avait les qualifs mais à Doha je crois, hein. ouais, mais même sur la fin de saison, tu sais, il y a eu des tournois, enfin c'était assez. Il y a eu moins de tournois, on avait repris, donc j'avais repris comme ça. Et puis l'Australie, c'était des qualifs à Doha et j'étais pas allé. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, du coup, j'ai glissé que sur le double. Donc ça s'est fait en douceur et ça a été un petit peu imposé plus que décidé. Mais finalement, ça m'allait bien. Plutôt smooth alors. T'as quel âge là? J'ai 42. Est-ce que c'est toi le plus vieux? Non, des Français, oui, mais après, il y a Bopana qui est plus vieux que moi. Il y a des joueurs de double encore, hein. Bah, Bopana, je crois qu'il a 2 ans de plus que moi. Il y a Jean-Julien Roger aussi, je crois qu'il a 1 an de plus que moi. Ouais, je dois être dans le trio de tête. Ouais. Et ça fait quoi de voir tous ces jeunes? Comment tu te sens? Ben, ce que je me dis, c'est que finalement, c'est pas plus mal que j'ai arrêté le simple, parce que je les trouve quand même très en forme. J'ai regardé 2-3 matchs, là, physiquement, c'est assez violent. Euh, ouais, ouais, voilà, j'aurais aimé continuer en simple, mais là, je me dis que très honnêtement, physiquement, je suis plus capable de tenir. Et ben, je trouve il y a des nouveaux jeunes qui arrivent qui sont très très forts, quoi. Alors que pourtant ta routine elle a l'air assez dense. Tu fais quoi en termes de prépa, de volume, de prépa physique pour continuer de tenir en double? Bah, je m'entraîne encore beaucoup. C'est vrai que je pense que pour un joueur de double, je m'entraîne beaucoup. Il y a des choses que je peux plus faire. Je peux plus faire des doubles séances comme je faisais avant. Euh, Aujourd'hui, je dois faire, allez, ça me représente, je pense, entre 2 et 3 heures d'entraînement par jour, sans compter les soins. Soit de mon côté en faisant mes séances d'étirement yoga, soit avec des soins avec un kiné. Donc, ouais, bah, à la journée, ça va me prendre 4 heures. Tu fais du yoga? Ouais, j'essaye de faire du yoga. C'est plus des assouplissements, des postures, plus que du yoga. Mais oui, j'ai travaillé aussi. J'ai travaillé avec la fille d'un ancien joueur de tennis, Mélanie Porte, qui m'a aidé pendant presque 1 an. Mais bon, je suis tellement raide que la pauvre, c'était difficile pour elle. Mais non, ça m'apporte, ça me permet déjà de ne pas me blesser, de garder un petit peu ce que j'ai de souplesse. Et puis ça me permet d'encaisser quand même les charges d'entraînement un peu plus, quoi. C'est Yann aussi qui est archi fan de yoga, non? Yannick Noah? Ah oui, non, mais lui, il faisait vraiment, vraiment du vrai yoga avec de la méditation associée, etc. Mais bon, Yann, c'était quand même plus par période, hein. Il y a des fois, il était à fond dedans et d'autres un peu moins. Et tu kiffais quand il vous en faisait faire en Coupe Davis? Ouais, alors c'est toujours pareil, on en faisait 1 ou 2 séances pour vraiment bien sentir les bienfaits. Et pour que ce soit bien, il faut enchaîner les séances, le faire de manière régulière. C'est pas une fois de temps en temps, mais oui, quand il prenait le truc en main, c'était quand même un moment un petit peu particulier. Ouais, moi j'aimais bien. C'est bon ça. Et sur les nouveaux là, les petits jeunes, les looks et tout, t'en penses quoi? Toi t'es un peu conservateur, t'es là le croco, beau gosse hein, attention. Mais quand tu vois les coupes de cheveux, les styles un peu excentriques parfois, t'en penses quoi toi? Tu trouves que le circuit part en couille ou ça va quand même? Non, mais ça va, ouais, évidemment que moi je suis un peu l'ancienne école. Déjà, j'ai un équipementier qui me correspond bien à ce niveau-là. Je suis plus voilà, sur tradition, élégance, même si aujourd'hui ils essayent d'être un peu plus streetwear et coller un peu plus aussi à modernité. Mais écoute, je pense que pour l'instant ça reste encore. On est loin du football, hein. On est loin du foot. Moi, ce qui compte, enfin, ce que je trouve ça bien, c'est que
ce soit pas surjoué. Si c'est la personnalité du gars d'un Nick Kyrgios fait vachement de bien au tennis. Heureusement qu'il n'y en a qu'un, mais il fait vachement de bien au tennis. Après un Holger Rune aura un autre style, même vestimentaire. Il y en a un dans ton team, on va en parler, tu fais partie du team Extia, Terence Atman, qui aime bien les marques un peu bariolées. Tu nous diras, tu nous toucheras un petit mot là-dessus après. Moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que tu as réussi à faire équipe avec Edouard Auger-Vasselin cette année, alors qu'il était sur une sacrée lancée avec Santiago Gonzalez et qu'ils ont joué les ATP Finals. Il a fait une pointe à la place numéro 1 à la race l'année dernière. Comment tu as réussi à l'embarquer avec toi? Bah, je pense que c'est parce qu'on est aligné sur nos objectifs. On en a un petit peu parlé. Moi, avec Pierruc, on avait beaucoup discuté, savoir ce qu'il voulait faire. À partir du moment où lui, il a exprimé son envie, sa volonté de revenir en simple, on n'était plus alignés sur les mêmes objectifs parce que le calendrier l'empêchait, vu son classement de simple, de jouer les mêmes tournois que moi. Donc il a fallu que je trouve un partenaire à l'année, parce que je ne voulais pas refaire la même saison que l'an dernier où je jouais avec Pierruc sur les grands chelems et le reste du temps j'essayais un peu de me débrouiller, ça avait été compliqué. Et donc naturellement j'ai commencé à en parler à Edouard pendant l'été. Et après l'US on a fait un point et je pense que la perspective des Jeux a vraiment influencé sa décision où il avait envie de se donner le maximum de chances, un d'être sélectionné et deux d'essayer d'être performant. Et il a estimé qu'en étant le plus performant, pour être performant au jeu, il fallait essayer de passer un maximum de temps sur le court, prendre des repères et jouer toute l'année ensemble. Donc pour moi c'était le bon moment aussi d'essayer, parce qu'on avait toujours joué un petit peu avec Edouard de manière épisodique sur le circuit. On a eu des bons succès, on a gagné pas mal de titres. Ok. On a gagné des 250, on a gagné Marseille, Montpellier, Metz, on avait gagné Tokyo, un 500, on avait gagné, je sais pas, voilà, quelques finales à Madrid, finale à Wim. Mais on n'avait jamais vraiment tenté de faire une année ensemble vraiment. Donc là c'était l'occasion. Et effectivement pour lui c'était plus compliqué parce qu'il sortait d'une saison très riche avec énormément de succès. Donc j'imagine que ça n'a pas été simple comme décision à prendre. Tu continues de progresser, toi, tu sens encore à 42 piges? Ou tu maintiens le level comme tu peux? En tout cas, c'est la volonté que j'ai. Donc moi, c'est ce qui m'a animé un petit peu toute ma carrière, c'est d'essayer d'être meilleur à chaque fois. Il y a des moments où j'ai réussi, j'ai vraiment progressé. Euh, J'essaye en tout cas d'explorer certaines voies. Je vois les progrès que j'ai à faire. Donc je suis toujours dans cette démarche-là de progression. Parfois j'y arrive, parfois l'état de forme fait que je suis moins performant. Mais en tout cas, je suis toujours dans cette volonté-là et cette démarche-là. Et c'est ce qui fait que je suis encore motivé à jouer parce que à chaque fois que je vais sur un terrain, c'est pour essayer de trouver des choses nouvelles, de progresser. Donc c'est aussi après plus de 20 ans sur le circuit ce qui me permet d'être là, quoi. Tu as été un des premiers à explorer la stade de Lasbar, Fabrice Barrault, très connu de tennis légende, Le laboratoire de Lazare. qu'on va reprendre là après cette Open Australie. T'as mis entre parenthèses, non, les stats? Alors avec la SBARN, justement, on a arrêté il y a une saison ou deux. Il y a Philippe aussi qui travaille pour la fédération, donc j'ai pas complètement abandonné les statistiques parce que je trouve que c'est aujourd'hui. Alors en simple, je sais pas de quelle manière je l'aurais utilisé en simple si je m'étais concentré là-dessus plus tôt. Mais en tout cas en double, je trouve quand il y a des choses qui ressortent, c'est vraiment intéressant. Ça donne vraiment des indications importantes sur les équipes ou même sur nous. Parce que les statistiques, c'est bien pour analyser une équipe, mais c'est aussi bien pour faire des bilans après des tournées, pour voir un petit peu l'évolution, comparer un petit peu aux autres et voir les axes de progression. Donc il y a plusieurs manières d'utiliser la statistique et je trouve que c'est intéressant. La stat, le yoga, tu pousses quoi là en ce moment? T'en es où? Euh, non, l'an dernier par exemple, ce qui a été intéressant, c'est comme j'ai changé beaucoup de partenaires, j'ai vu des manières de s'entraîner différentes. Ouais. Et donc du coup, j'essaye aussi de m'inspirer de ce que j'ai pu voir l'an dernier. Par exemple, j'ai fait plusieurs semaines avec Glasspool et la méthode un petit peu anglaise avec Louis Caillé. Donc c'était très intéressant de voir un petit peu comment il travaillait. C'est quoi cette méthode?
Ouais, c'est beaucoup sur un jeu de position, beaucoup sur les patterns, les schémas qu'ils essaient de répéter un maximum. Donc suivant où ils se trouvent, dans quelle partie du terrain, ils savent exactement où l'autre va jouer, donc où se positionner. Donc beaucoup de répétition et de position. Donc ça, c'est des choses que je faisais pas trop. Moi, j'étais aussi plus à l'instinct. Donc essayer de mélanger un petit peu les deux, c'est pas inintéressant en tout cas. D'autres méthodes que tu as découvert dans l'année? Bah non, mais ça, c'est déjà pas mal déjà. Vous êtes très potes avec Edouard? Ah, tu vois le lapsus. Avec Pierre-Hugues, on est très potes. Ouais. Et avec Edouard, on est aussi, bah oui, t'imagines, on a un an d'écart, enfin un peu plus parce qu'il est fin de l'année, moi du début, mais on est de la même région, donc même si on n'a pas joué en double vraiment ensemble, on s'est côtoyé pratiquement toute notre carrière. On a souvent été sur le circuit Challenger ensemble, parfois on s'est croisés, lui montait, moi je descendais ou l'inverse. Mais on a passé ouais, les 15 dernières années sur le circuit ensemble. Et puis ben, voilà, on est tous les deux pères de famille, donc il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent aujourd'hui. C'est un bonheur de terminer avec ce gars-là. Bah oui, alors je sais pas quand je vais terminer. Si je termine cette année, oui, ce sera avec Edouard. En tout cas, ce que je voulais pas, c'était terminer un petit peu en devant changer de partenaire en permanence, pas avoir d'aventure, d'objectifs. Ça, j'avais pas envie. Donc du coup, ouais, pour moi, c'est top. Ouais. À l'époque où vous rafliez tout avec Pierre-Hugues, t'étais un peu le grand frère, lui voilà, souvent il parlait de toi comme ça. Ça n'a pas été trop dur ces épisodes de Meuret, on se remet ensemble, on arrête, tout ça. Est-ce que c'est des aventures de la vie qui parfois fragilisent un peu ou ça va? Comment t'as vécu tout ça? En résumé, hein, parce que c'était un peu long. Ouais, bah, c'était un peu long. Bah oui, on n'a pas été épargné voilà, par les événements qui ont construit un petit peu notre relation, mais ça nous a fait grandir. Moi, ce que vraiment j'aime par-dessus tout, c'est qu'on a à chaque fois réussi à traverser cette situation un peu difficile. Il y avait eu la Coupe Davis quand il y a eu la finale, et puis après il y avait eu le fait qu'il avait voulu se concentrer sur le simple, etc. Parce que de toute manière, on a un fonctionnement qui est quand même très différent, on est des personnes différentes, mais on a toujours eu cette honnêteté et cette franchise de se dire les choses, et puis je pense que par-dessus tout, on s'aime vraiment, donc à chaque fois ça a pris le pas, et ça a enrichi notre relation. Donc ce qui a été difficile de se dire qu'aujourd'hui on ne jouait plus ensemble, ça a été plus difficile plutôt que de me dire il y a eu des accros durant ces 8 années, parce que hormis les Brian qui sont frères, et qui de toute manière seront obligés de se supporter toute leur vie. Il y a très peu d'équipes qui ont duré aussi longtemps que nous. Donc ça, c'est aussi une fierté. Et aujourd'hui, le fait de ne pas trop le voir sur le circuit, ça me manque vraiment. Bah ouais, parce on avait quand même des habitudes ensemble à se voir, et je regarde tout le temps ce qu'il fait, ses résultats, donc je sais qu'il prend de mes nouvelles aussi. Donc non, je crois qu'au final, on a gardé, puis on gardera une relation très très proche. Ouais. Trop bien. Extia, le team Extia, t'as rejoint donc une équipe de 5 joueurs pour le moment, hein, avec Terence Atman, en ce moment en train de redécoudre contre Daniel Medvedev, Hugo Nice, Constant Lestienne, Wells, Arthur Hinderknecht et le fondateur Arnaud Frey. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase ou deux un trait de personnalité sur chacun des membres de l'équipe? Alors Terence, je ne connais pas, donc je l'ai vu évidemment évoluer, donc je suis content de le découvrir. Après, il y a le King, Arthur, avec qui on a vécu des moments incroyables en Coupe Davis. Arthur, c'est quelqu'un, il faut le connaître, il faut rentrer dans son cercle pour pouvoir le comprendre et connaître la personne. Et une fois que tu es rentré dans son cercle, c'est quelqu'un de fabuleux. Donc il faut avoir cette chance-là de le découvrir. Constant, moi je l'ai découvert aussi sur ça. Je pense qu'il a mis du temps à prendre confiance en lui. Moi j'ai toujours trouvé que c'était un joueur fantastique, mais il a mis un petit peu de temps à prendre confiance en lui et à arriver. Aujourd'hui, voilà, il est là où il doit être, hein, sur le circuit, dans le top 100. Et puis vous connaissez ses talents de magicien aussi. Moi à chaque fois je lui en demande toujours, parce que je trouve qu'il a un talent de dingue. Puis on le voit aussi dans sa manière de jouer, qu'il est un peu différent. Donc c'est fantastique. Hugo, c'est pareil, il est monté, on n'a pas passé trop de temps ensemble sur le circuit, mais j'ai toujours trouvé que c'était un joueur fantastique.
et qui, je pense qu'il gagnera un grand chelem un jour. Et puis bah, en tant que personne, toujours de bonne humeur, toujours sympa. Donc c'est vraiment des gens super top dans cette team, quoi. Est-ce que j'en ai oublié un? Arnaud, mais on va parler après. Arnaud, c'est pas un joueur évidemment. Arnaud, alors, Coup droit, revers, tu peux nous en parler d'Arnaud ou pas? alors, alors, pour la petite histoire, Arnaud, ce qui est marrant, c'est qu'il s'entraîne avec un de mes meilleurs amis et qui était mon entraîneur pendant des années et qui m'entraîne encore toujours au TCP. Jérôme Ménel. Jérôme Ménel. Donc en fait, je l'ai rencontré comme ça. GG, un jour, il me dit, mais attends, faut que je te présente un gars, je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec lui, c'est un malade de tennis, il est passionné. Il veut s'entraîner quand même, il y a des objectifs. Et puis voilà. Donc finalement, je l'ai jamais vu jouer. Et on s'est rencontrés comme ça, on est devenus amis. Et puis après, bah, le fait est qu'on a évolué et puis qu'aujourd'hui j'ai intégré cette team-là. Mais il faudrait quand même que je joue, que je vois un peu comment. J'arrive pas du tout à imaginer comment il joue, tu vois. Je sais pas si ça va être un limeur, si ça va être. Relâché, là on a tapé 2 fois ensemble. Relâché, plutôt agressif. Bon revers, un peu à la Gilles Simon. Un revers à deux mains, tu vois, je l'imaginais revers à une main, moi, tu vois, je sais pas pourquoi. Un revers à 2 mains compact, ça force clairement. Revers, il trouve un croisé court sortant. Amorti, il s'arrache dessus, il te la glisse bien derrière, mais après il le paye sur les 3 prochains points, quoi. Physique, il a encore un peu de marge. Tu veux dire que physiquement, il y a du travail à faire? Physiquement, on est sur une semi-charrue. Ok. Bon bah et voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Alors pourquoi avoir rejoint cette team, même si c'est un sponsor et tu en as certainement plusieurs qui t'accompagnent dans ta carrière, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Bah moi déjà parce que c'était Arnaud, que je connaissais la personne, et puis parce que aussi contrairement peut-être à d'autres partenaires un peu différents, il y a aussi toute l'expérience qu'il peut avoir en tant que chef d'entreprise qui peut t'apporter aussi, pas forcément sur le tennis en tant que tel, mais dans tout ce qui construit et qui entoure un peu la performance, qui est un peu invisible, mais qui permet aussi aux joueurs et à l'athlète d'être plus libéré et donc du coup plus performant. Donc il y avait cet aspect-là que je voyais, parce qu'à travers la discussion que j'avais avec lui, amical, je voyais bien ce qu'il pouvait apporter, mais du coup c'est un peu plus concret depuis que j'ai rejoint la team. Ouais. Et tu es co-directeur de l'Open d'Angers à côté, c'est bien ça, co-directeur, non? Ouais, directeur du tournoi, ouais. Directeur du tournoi mais avec Mathieu Blesto, non? Ouais, bah c'est mon directeur opérationnel, mais D'accord, donc directeur du tournoi. Concrètement, qu'est-ce que dans ton après-carrière de joueur ou même ta carrière actuelle ou ta carrière de directeur de tournoi, l'expérience d'Arnaud peut t'apporter ou t'as déjà apporté peut-être? bah oui, en tout cas, il est évident que toute son expérience en tant que chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, sur un tournoi comme Angers, c'est plus de 70%, 75% du budget du tournoi vient de l'entreprise et du secteur privé. Donc forcément, d'avoir un retour et de voir ce qui peut intéresser aussi des chefs d'entreprise à venir sur un événement comme celui-ci, évidemment qu'à un moment donné, ce sera intéressant On n'en a pas encore échangé, tu vois, on a tellement de trucs sur lesquels on doit échanger avec Arnaud que pour l'instant on n'a pas vraiment abordé ce sujet-là. Mais évidemment et parce que là on est un peu à distance de l'événement, mais oui c'est sûr qu'il il sera d'une aide importante. Ouais. Toi, t'as quasiment tout gagné, non, en double, il me semble. Bah pas les jeux déjà. Et puis sur les gros tournois, ouais, il nous manque Madrid et Shanghai. J'ai pas mes fiches sous les yeux, c'est combien de grands chelems déjà? 5. C'est propre. Est-ce que tu vois, tu t'entoures, la vie c'est aussi fait de rencontres humaines et puis on sait jamais, ça peut t'aider sur le business, sur ton après-carrière, tout ça. Mais en ayant gagné 5 grands chelems en double, quasiment tous les Master 1000 et tout, est-ce que financièrement tu es totalement à l'abri ou ça reste une position où faut être vigilant quoi qu'il arrive? Ah non, moi je suis pas totalement à l'abri, déjà parce que j'ai été résident français toute ma carrière, Ouais. donc tu fais le calcul. Les chiffres qui sont affichés sur internet en prize money, ben voilà, tu enlèves plus de 50% largement. Mais c'était un choix. Aujourd'hui, j'avais ma famille là-bas. Pendant longtemps, je me suis aussi entraîné à la fédération et je ne me voyais pas être résident étranger en ayant un entraîneur de la fédération. Et puis après, voilà, c'était un choix aussi familial de rester en France.
Mais du coup, même ça reste un soutien financier pour financer une saison. Quand tu joues en double, bah, forcément, les revenus sont plus les mêmes que quand tu joues en simple. Malgré tout, si tu veux rester performant, bah, tu as besoin d'un entourage, d'une structure, d'un entraîneur, d'un préparateur physique. Parfois, si tu peux te le permettre, d'un kiné. Donc tout ça, c'est des frais. Et évidemment que d'avoir des partenaires autour, c'est aussi une aide financière pour pouvoir financer cette saison et cette structure. T'es à combien toi sur le prix de ta saison? Ben, aujourd'hui, il faudrait que je fasse les calculs, mais quand je jouais simple et double et que j'étais bien, j'étais au top, je savais que c'était entre 220 et 250 000 la saison. Aujourd'hui, évidemment, j'ai réduit, mais j'ai pas fait les calculs exacts. Je dois être plus aux alentours euh, de 100-120 000 euros, je pense. T'as dit coach, prépa physique, prépa yoga, prépa mentale, non? Alors, non, j'ai arrêté. J'ai évidemment travaillé pendant longtemps avec un préparateur mental et préparatrice mentale. Et j'ai arrêté à l'époque où j'avais rencontré ma femme en 2007. Parce que du coup, j'estimais que bah, elle m'avait aidé à prendre plus confiance en moi, à m'assumer en tant qu'homme. Et puis du coup, transposer ça sur le terrain. Et puis je préférais échanger avec elle, même si elle jouait pas du tout au tennis et qu'elle n'était pas du tout du milieu. Avec ta femme, t'as dit? Ouais. D'accord. Et j'avais à ce moment-là, en 2007, voilà, j'ai décidé d'arrêter quand je l'ai rencontré. Puis après, au bout d'un moment, bah, le travail, je l'ai fait tout seul. Ensuite, je l'ai fait avec aussi les entraîneurs qui sont au quotidien avec toi. Euh, voilà, c'était un choix. J'avais besoin de certains outils. Et une fois que je les avais, j'avais envie de le faire un petit peu de moi-même et avec mon entourage proche. Tac. Euh, Vous jouez qui là au premier tour à l'Open Australie? On joue Etcheverry et Serundolo. Donc, deux joueurs de simple. Ouais. Sur le papier, c'est plus facile qu'une paire de doubles. Bah, c'est différent, c'est des matchs qui sont différents. Généralement par rapport aux équipes de double sur les deux premiers coups plus performants, service et retour. Après évidemment sur le jeu de positionnement et d'interception, ils vont être moins performants. Mais on s'attend surtout des joueurs qui font pas trop service volé en simple à avoir plus d'échanges du fond du court avec une balle qui est beaucoup plus lourde que des joueurs de. Tu te doutes bien que le coup droit d'Etcheverry c'est pas le même que le coup droit de Jamie Murray. Donc c'est des qualités différentes. Voilà, à nous de préparer. En tout cas, on ne s'attend pas à un match facile. On le voit bien sur les grands chelems, il y a souvent des équipes constituées de joueurs de simple qui arrivent à aller loin. Donc à nous de le préparer vraiment sérieusement. Ça serait quoi en rentrant en France avec le sentiment du devoir accompli sans nécessairement t'envoyer le tournoi, ce serait quoi l'objectif minimum, on va dire? C'est difficile de parler de ça. Évidemment que quand tu parles. J'aime pas trop me fixer des objectifs de résultats comme ça parce que c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de répondre à ta question quand même parce que tu me la poses, même si c'est pas mon état d'esprit. Beau geste. Évidemment qu'à partir des cartes, tu te dis que le tournoi, tu retires du positif en termes de comptabilité au niveau des points et du prize money, etc. Mais encore une fois, la saison, elle se construit. Nous, on a envie d'aller gagner des gros titres. Elle se construit aujourd'hui. Tous les jours à l'entraînement, on essaye de progresser et on sait que si on fait ça, qu'on est ensemble, à un moment donné, il y aura un vrai résultat qui arrivera. Pour donner de la tranquillité, évidemment que d'avoir des victoires et pour éviter de cogiter quand tu as des victoires en début de saison, ça aide. Ça permet de travailler aussi dans un climat plus apaisé. Mais, mais la finalité, c'est d'arriver à soulever des trophées importants, majeurs et d'être tout proche de l'arrivée. Et oui, c'est ça qu'on te souhaite, mon Nico. Meilleur coin en dehors du stade à Melbourne, tu dirais c'est lequel pour toi? Il y a le jardin botanique quand même qui est à 10 minutes à pied, qui est magnifique. Tu fais des hugs comme Joko ou pas? Non, je fais pas des hugs comme Joko. D'ailleurs, j'aimerais bien le voir, ça doit être assez intéressant. Je serais assez curieux de le voir faire. Donc la prochaine fois qu'il se balade, j'essaie de me faufiler. Mais non, j'aime bien aussi me balader sur le coin du casino, là, tu vois, là où il y a une petite promenade, etc. C'est quand même. Ouais, les gens sont dehors, c'est assez festif, il y a plein de restaurants, de bars. Ça reste quand même une ville très festive. Après, ce que j'aime moins dans cette ville, c'est le changement de climat, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, il fait 25-30 degrés, demain il fait 20, tu sais pas pourquoi. C'est le côté un petit peu. Et c'est pour ça aussi que moi, je trouve que c'est le tournoi le plus difficile à gagner.
Je lisais dans l'équipe il y a 2 jours une interview de Wilander sur le fait qu'il trouvait que c'était le plus dur pour des raisons un peu différentes. Parce que c'était le premier tournoi de l'année, que les joueurs n'étaient pas forcément tous au même niveau de préparation, je le rejoins là-dessus. Mais aussi parce que je pense que c'est le tournoi où les conditions changent le plus. Tu vas avoir, on ne l'aura peut-être pas sur cette quinzaine, mais des journées où tu fais 40 degrés. Le lendemain, il va te faire 20 degrés, il va pleuvoir, il va y avoir du vent, pas de vent. Sur les terrains, les surfaces ne sont pas toujours les mêmes, que ce soit sur les cours annexes ou les chauds courtes. Ah ouais. Donc pour moi, ça rend ce tournoi très difficile. On sait que le tennis, c'est un sport d'adaptation, mais là, vraiment, on est vraiment au cœur de l'adaptation, justement. C'est la National Tennis Cup des grands chelems. National Tennis Cup, tu joues à Béziers, à Sète, au Cap d'Agde, tu as du vent, de la pluie, du soleil, de la tente, c'est très dur. Est-ce que tu te dis, en te baladant là dans les allées, en disant bonjour aux joueurs et tout, t'en profites mec, c'est peut-être une des dernières en tant que joueur. Est-ce que tu y penses ou t'es détaché de ça, YOLO, Carpe Diem, tu vis au jour le jour? En fait, c'est marrant, mais je me pose pas la question, parce qu'effectivement, dans les faits, c'est possible que ce soit mon dernier ou mon avant-dernier. Mais déjà, tant que moi, j'ai pas pris la décision, que je l'ai annoncé ou pas, mais que moi, je ne l'ai pas décidé, je me prépare pour faire le tournoi, pour aller plus loin, et je me dis pas, bah tiens, peut-être que je reviendrai plus là en tant que joueur. Et tant mieux d'ailleurs, parce que peut-être que ça me rajouterait un petit peu de pression. Il y a des joueurs qu'on a vus, quand ils avaient annoncé leur dernière saison, ils étaient libérés, ils étaient complètement ils jouaient détachés de ça. Moi, je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas mon état d'esprit parce que j'ai pas décidé. Donc peut-être que ça changera le moment où j'aurai décidé. Bon, top. On a fait le tour, c'est bon? Bah, c'est à toi de me dire. Autre chose à rajouter? Non, c'est à toi de me dire. Tennis Légende, qu'est-ce que t'en penses? Tennis Légende, c'est bien, c'est des sujets très intéressants. Il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Donc c'est bien, vous faites du bon boulot. Sympa, beau geste. Une question pour Tennis Légende? Non, j'ai pas vraiment de questions, mais en tout cas, je suis Tennis Légende, donc je regarde ce que vous faites, les gars, et c'est bien, continuez. Ah, merci Nico. Allez, bon tournoi. Et à la prochaine, on se voit à Roland peut-être. Ouais, moi je bouge pas, hein. Tu sais me trouver en tout cas. Ça roule. Allez, ciao man. Bon match, bon tournoi. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.